Imaginez vivre votre vie comme un jeu vidéo. Vous êtes le personnage principal, vous avancez en accomplissant des quêtes et c'est votre façon de concevoir la productivité. Ok, c'est un peu fou, mais c'est ce qu'a décidé de faire Valentin Richard. Après avoir créé Coup d'État avec l'accélérateur The Family, Valentin a décidé il y a 3 ans de se plonger à fond dans cette aventure. Et bien plus qu'une aventure, c'est aujourd'hui même devenu sa philosophie de vie. Une façon pour lui de continuer à s'amuser dans un monde où tout nous pousse à performer. J'ai discuté avec lui de tout ça et dans cette vidéo, vous allez pouvoir comprendre son approche. Bonne écoute. Valentin, comment ça va ? Bah ça va et toi ? Bah écoute, ça va, super. Je voulais te remercier dans un premier temps parce que il y a 6 ans, 6 ans et demi même, quand j'ai eu mon bac, après j'ai pas continué en études sup et du coup j'ai fait mes propres cours avec YouTube, etc. Et en vrai, Coup d'État, ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Donc écoute, merci pour ça. Avec plaisir. Je voulais un petit peu, avant qu'on parle du sujet du podcast, gamification, etc., je voulais qu'on reparle un petit peu de ton histoire et de Coup d'État, justement. Toi, en 2018, qu'est-ce qui t'a motivé à lancer Coup d'État ? Je pense que ce qui m'a motivé à l'époque, c'est surtout que j'avais besoin d'une opportunité pour être de nouveau dans une forme de cadre. Et du coup, à l'époque, je traînais beaucoup dans les cercles de family, etc., et des startups et tout. Et je cherchais du coup une nouvelle opportunité. Et donc, ça s'est présenté à moi, en fait. Et comme j'avais beaucoup appris à travers Coup d'État, un peu comme toi, et que j'ai dû dire à l'époque à Oussama quelque chose comme merci beaucoup, ça m'a beaucoup aidé, bah, je me suis dit si moi je peux reprendre ce truc-là et en faire ce que je veux, c'est une super marque, c'est une super plateforme d'éducation en fait, et il y a une vraie identité, etc. Le sujet de l'éducation me plaisait énormément. J'ai tout de suite vu l'opportunité de créer une sorte de plateforme Netflix, un peu créer des contenus, des séries. J'aimais bien faire de la vidéo, j'aimais bien faire du produit. Je me suis dit, ça peut être cool, tu vois. J'ai pas réfléchi 1000 ans, tu sais, genre, je pense je pourrais le raconter en disant, en mode entrepreneur, tu vois. Oui, à l'époque, c'était hyper important, c'était ma vocation, je sais pas quoi, c'est pas vrai. En fait, il y a juste le chemin et puis ça s'est présenté à moi et du coup, je l'ai fait et j'ai essayé de le faire du mieux que je pouvais. Et j'espère que ça a été le cas, tu vois. J'en ai pas parlé depuis longtemps, donc avec plaisir si tu veux en discuter un petit peu. Mais ouais, je pense que ça s'est juste fait assez naturellement. Ok. Et ça a duré 2 ans, du coup ? Ça a duré 2 ans, ouais. Ressenti des 5. Mais c'était 2 ans très intenses, ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé après à passer le flambeau à quelqu'un d'autre et à passer à autre chose ? À la fois, disons que je me reconnaissais plus forcément dans les valeurs ni de Family, ni de l'écosystème startup en général. Globalement, il y avait quand même ce truc-là. Et je sentais que j'arrivais un petit peu au bout de cette activité de Netflix de l'entrepreneuriat et de produire des contenus pour éduquer les gens. Ça m'excitait plus, quoi. Ça m'excitait plus du tout. J'avais vraiment l'impression de jouer un personnage et ce personnage me plaisait pas, tu vois. C'était pas une facette de moi, en fait. C'était évidemment, il y avait une grosse partie qui était moi et j'essayais d'y mettre le plus de moi possible pour que ça ait une âme. Et je pense que les gens ont dû ressentir ça. Mais je sais pas, ça me faisait chier en fait de parler d'entrepreneuriat tout le temps, d'expliquer aux gens comment aller chercher leur prochaine milestone de chiffre d'affaires. C'était pas mon délire, quoi. Ça me faisait pas marrer en fait. Et je sentais bien qu'avec mes compétences et avec mes passions et les choses que j'aime en général en fait dans ma vie, il y avait forcément un chemin qui était plus mon chemin que ce chemin un peu tracé que j'avais dans cet écosystème startup. Et donc, j'ai fait ce que je fais d'habitude dans ma vie quand je sens que je suis plus à la bonne place. Je me suis cassé, tu vois. Et du coup, c'est ça qui m'a motivé, en fait. C'est que juste, je le sentais plus fondamentalement et ça résonnait plus. Le théâtre dans lequel j'étais, c'était plus mon théâtre, tu vois. Est-ce que tu as directement su ce que tu voulais faire ? Ou alors tu as une période de transition un peu... Bah non. J'ai eu une période de transition de 3 ans. Donc, j'en avais aucune foutre idée. Enfin, en fait, j'ai continué à... Je suis parti en annonçant que j'allais lancer un projet dans l'éducation. Mhm. Je pense que je l'ai fait parce que j'avais peur de décevoir les gens. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que j'annonce quelque chose de grandiose. Je vais dire, voilà, je m'en vais, c'est incroyable, je m'en vais pour lancer le projet de ma vie.
un truc, on va révolutionner l'éducation grâce aux mécaniques de jeux vidéo. Si tu veux, j'avais cette idée déjà de jeux vidéo qui était là, qui est là depuis toujours en fait. Ça fait très longtemps que je réfléchis à des produits basés sur des mécaniques de game design. Et donc je savais qu'il y avait ça. Et je me suis dit, si je veux pas perdre l'audience que j'ai déjà, il faut que j'annonce quelque chose dans l'éducation. Donc j'ai annoncé ce truc-là. Et en fait, ça a eu deux effets. C'est que, un, ça m'a bloqué un peu dans ce truc d'éducation qui était en fait pas vraiment mon délire non plus, tu vois. Et ça m'a mis une pression de ouf. Enfin, je me suis mis une pression de ouf parce que je me suis dit, waouh, tous les gens de coup d'état, ils m'attendent. Et ça m'a pas autorisé en fait à faire exactement ce que je voulais. Je me mettais une pression tout le temps, quoi. Réfléchissais tout le temps à qu'est-ce que les gens vont penser et tout, qui était une pression que j'avais déjà quand j'étais chez Coup d'État. Où je me disais, mais je crée quelque chose, il faut que ça plaise aux gens. Et qu'est-ce qui se passe si je déçois les gens? Tu vois, une approche très négative en fait qui me mettait mal. Et donc je me suis lancé en annonçant ça publiquement. Et puis en fait, les quelques personnes qui me suivent encore 3 ans plus tard, elles ont bien vu que j'ai tâtonné et que j'ai testé un peu dans tous les sens. J'ai fait quelques contenus, mais pas tant que ça, pour présenter un peu mes idées et tout. Mais en fait, j'ai mis 3 ans avant de retrouver le chemin que je cherchais en partant de Coup d'État. Et en fait, j'ai compris que le chemin, le choix du chemin comptait pas tant que ça, que juste savoir le vivre correctement, tu vois. Et donc ouais, non, il y a eu une grosse période de transition. Je sais même pas si elle est vraiment finie, tu vois. C'est assez, c'est le problème du moment présent, c'est que ça s'étend et que c'est très facile de raconter a posteriori. C'est beaucoup plus dur de raconter le présent, tu vois. Voilà. Ce podcast est sponsorisé par Crisp. Il y a un défi que la majorité des entreprises rencontrent, c'est le fait d'être submergé par les messages et d'avoir du mal à y répondre rapidement. Et Crisp, c'est la solution à ce problème. En centralisant tous vos canaux de communication au sein d'une même plateforme, en automatisant des réponses avec des chatbots et en créant une base de connaissances pour rendre vos clients autonomes, Crisp vous assure que chaque personne se sente entendue et aidée en un rien de temps. Et si vous souhaitez savoir ce qui rend Crisp vraiment spécial, voici quelques arguments. Des tarifs super attractifs avec une offre gratuite pour ceux qui se lancent, une adaptabilité à tous les secteurs d'activité, et pour couronner le tout, c'est du Made in France. Alors si vous souhaitez transformer votre relation client et offrir une expérience hors norme, cliquez sur le lien dans la description et démarrez votre aventure avec Crisp. Mais pourtant, il y a toujours eu cet aspect jeu vidéo, comme tu le dis. Ouais. Et qu'est-ce qui t'excite en fait à travers cette idée de vivre ta vie comme un jeu vidéo? Plein de choses. Je pense qu'il y avait... Il y a comment dire? À la base, je pense qu'il y a un truc où le fait de rentrer dans l'écosystème des startups m'a profondément déconnecté de cet aspect jeu vidéo et de l'aspect social que je vivais avec, tu vois. Genre, j'étais finalement dans l'écosystème startup, j'étais dans un cercle social de gens qui se valorisent beaucoup par à quel point tu es successful en termes de startup. Contrairement à ce que j'ai ressenti quand je faisais du gaming, quand j'étais gamin et ado, etc., qui était on se valorise parce qu'on est sympa, on est gentil et on aime jouer à la même chose, tu vois. Donc je pense que c'était un peu un bridge, tu vois, pour dire je pense je, je m'éloigne pas trop de la tech en faisant du jeu vidéo. Ça me permet quand même d'avoir cet impact que je cherchais dans les startups à grande échelle parce que je fais de la tech, tu vois, sans garder cet aspect écosystémique un peu relou, un peu école de commerce, qui moi m'excitait pas, tu vois, qui était pas mon délire, quoi. Et j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui font des startups, mais c'est juste pas ma vibe, tu vois. Ouais. Et donc, je pense que c'était un peu cette recherche-là. Et puis après, c'est devenu complètement autre chose. En fait, c'est devenu... j'ai traversé une espèce de crise existentielle, tu vois, et le fait de vivre ma vie comme un jeu vidéo s'est présenté presque comme une religion, en fait. Genre, ça s'est présenté à moi comme si je vis ma vie comme un jeu vidéo, c'est qui le joueur derrière l'écran qui me pilote, tu vois, des questions que j'ai toujours eues, en fait, depuis que je suis gamin, et qui prennent racine dans des expériences gamins qui sont très profondes et qui m'ont permis en fait de trouver une structure spirituelle, philosophique et disciplinaire à ma vie que j'aurais pas trouvé sans aborder ça comme ça, quoi.
Et donc ouais, je pense qu'il y avait cette recherche-là un peu de... J'avais trouvé une espèce de structure dans le développement personnel, dans le framework des startups, dans le grinding, le fait de tout le temps aller plus loin, plus vite, etc. Et comme j'ai lâché ça d'un coup parce que je sentais que c'était plus mon délire, bah, il a fallu un peu le remplacer par quelque chose d'autre, tu vois, qui m'apportait un certain cadre dans une vie qui est illimitée, tu vois. Genre, c'est infini la vie, donc si t'as pas un minimum de guidelines, c'est compliqué. Et le fait de voir ma vie comme un jeu vidéo, qui est un truc que j'ai jamais... Enfin, j'ai vu peu de personnes le faire, et quand je l'avais vu fait, ça me parlait pas, tu vois. C'était fait par des non-gamers, en fait. Bah, je me suis dit, ouais, voilà, c'est marrant, quoi. C'est ça que je trouve fort dans ton approche, c'est que contrairement à beaucoup de personnes qui voient la gamification comme un moyen d'être plus productif et de faire plein de choses, etc., toi, j'ai l'impression que tu l'abordes plus sous l'angle de la santé mentale et, euh, et comme si c'était une thérapie au final. Ah, pour moi, c'est totalement une thérapie. Parce que justement, genre, je me suis retrouvé à force de courir pour m'échapper de ma condition sociale initiale, tu vois, j'ai couru, en mode il faut que je sorte de ma cage. Et en fait, ça faisait très longtemps que j'étais sorti de ma cage et je continuais à courir comme si à tout moment on pouvait m'y remettre, tu vois. Et donc il a fallu réfléchir à une autre approche. Et donc oui, ça me soigne. Genre fondamentalement, cette approche, elle me soigne. Moi, la théorie, la philosophie et la spiritualité que je développe, j'appelle ça le jeu de la vie, tu vois, le game of life. Euh, et en fait, il y a quand même cet aspect de ça doit être marrant. C'est le jeu de la vie, tu vois. On est là pour jouer, quoi. Genre, je veux bien que toi, ton jeu, ce soit de jouer à des startups. Je veux bien que toi, ton jeu, ce soit de faire de la pétanque. Je veux bien que toi, ton jeu, ce soit de faire de la couture. Mais en fait, si tu en arrives à te prendre au sérieux au point où tu penses que tous les autres gens qui ont d'autres passions et qui jouent à d'autres jeux n'existent pas et que tu es complètement dans ton délire, etc., genre peut-être regarde un petit peu autour de toi et tu vois, genre il y a peut-être des connexions à faire. Et ces connexions, elles passent par une ouverture d'esprit. Et je pense que cette ouverture d'esprit n'est possible que si on est en mode chill et qu'on est là pour jouer, tu vois. Alors après, on peut jouer comme des brutes, hein. On peut jouer à essayer de performer, on peut jouer en compétition, etc. Mais se rappeler que c'est un jeu, tu vois. Et qu'on est là pour rigoler et qu'on est là pour kiffer, tu vois. Parce que putain, on a a priori, moi je crois pas à ça, mais plein de gens disent on n'a qu'une vie, tu vois. En tout cas, cette vie sous cette forme-là, dans laquelle tu incarnes là maintenant, t'en as qu'une, donc autant qu'on la kiffe, tu vois, c'est le moment de le faire, quoi. Tu crois pas à ça, ça veut dire que tu crois dans autre chose? Ah ouais, moi je crois. Parce que, en fait, ton approche, elle me fait un peu penser à Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Elle me fait penser à la théorie de la simulation un petit peu également. Je sais pas si tu es familier avec cette idée. Si, je suis assez familier avec la théorie de la simulation, ouais. Moi je crois, franchement, ça dépend quelle tournure tu veux qu'on prenne ton podcast, parce qu'on peut prendre une tournure où on part en mode astrologie, on est en train de rentrer dans l'ère du Verseau et on est en train de vivre un great awakening spirituel dans l'histoire de l'humanité et on peut parler de ça longtemps. J'ai trouvé en fait dans plein de formes de spiritualité, donc j'ai commencé par le bouddhisme, je suis revenu progressivement vers le christianisme qui sont mes racines spirituelles, tu vois, dont je m'étais éloigné il y a très longtemps, hein. Genre gamin, j'avais déjà dit moi Dieu, enfin Dieu et puis Jésus et puis voilà, genre pas mon délire, quoi. Et en fait, j'y suis revenu pour comprendre un peu ce qu'il y avait derrière. Et puis j'ai exploré aussi des notions d'islam, j'ai exploré un peu des notions de judaïsme et tout ça, tu vois, un peu tout, quoi. Et j'ai trouvé la spiritualité New Age, qui est ce courant de gens qui sont un peu perchés, etc. Et pour le résumer en bref, si tu veux, euh, dans la spiritualité New Age, j'ai trouvé des gens qui, tu vois, genre, pour moi, la religion, c'est une fiction. Tu as un bouquin, tu lis le bouquin. A priori, le bouquin, à la base, il est codé pour que ça t'imprime des trucs dans le cerveau et te programmer d'une certaine manière, tu vois. Euh, c'est une fiction. J'ai trouvé des gens en spiritualité New Age qui pensent que du coup, de la même manière que tu peux croire que Dieu est réel et vivre cette expérience, en fait, toute la fiction peut être vécue comme ça. Ok.
Donc, ça veut dire que Harry Potter, c'est aussi réel que la Bible et que le bouddhisme, tu vois. Genre, en fait, toute forme de fiction est réelle et le truc général, c'est on n'est qu'une seule entité, donc qui correspond à ce que certaines personnes appellent Dieu, mais en fait, il y a l'absolu, tu vois, et on est cette unique entité qui incarne dans différents corps à tous les moments du multivers, tu vois, et Mm. donc toi et moi, on est une seule entité qui faisons semblant de pas se connaître, et voilà, et enfin bref, il y a tout un truc de, genre en gros, on n'est qu'un, et on touche progressivement, et ça rejoint ce que tu dis là, à la réalité est un hologramme, en fait. Et cet hologramme est un théâtre gigantesque, un jeu qui n'est là que pour le fun d'être joué. Et donc oui, après, tu peux y mettre de la théorie de la simulation, mais en fait, après, ça pose des questions de qui simule, et tu rentres dans des trucs de fractal, tu vois. Et, en fait, tout est possible. Genre je pars du principe que tu peux jouer dans ta tête à t'imaginer tout ce que tu veux à l'infini, et tout est valable comme croyance. Tu peux croire à tout. Et ça rentre dans cette optique du jeu de la vie, tu vois, qui est genre en fait, quand tu regardes Game of Thrones, tu te poses pas la question de savoir si c'est vrai ou pas. Tu sais que c'est de la fiction, mais tu ressens quand même les émotions que ça te procure. T'es quand même dans l'expérience, tu vois. Donc ouais, ça a fait partie des sujets Game of Life. Genre, c'est quoi le moteur du jeu, tu vois, dans lequel on est. Et voilà, après, c'est des sujets, je pense, qui appartiennent à chacun. Moi, je suis Ouais. pas du tout là pour preach quoi que ce soit et dire ouais, le New Age, c'est la vie. Genre, moi, je l'ai trouvé pour moi. J'ai trouvé cette forme de spiritualité pour moi qui me permet de me connecter aux gens avec aisance et de me soigner petit à petit de génération et de génération de traumatismes, en fait, tu vois, de choses qu'on a vécues à travers les derniers siècles et j'irais jusqu'à dire les derniers millénaires, tu vois. Et où aujourd'hui, je crois fondamentalement qu'on est à un point de bascule où c'est très facile de voir que tout va mal. Mais donc, si tu pars du principe que tout est équilibré dans l'univers, bah, c'est aussi très facile de voir que tout peut aller très bien, très vite. Et je pense qu'on en est là, et que c'est un des moments les plus excitants de la storyline de l'univers à vivre, tu vois. Mm. Et qu'en fait, bah, le jeu de la vie s'inclut parfaitement là-dedans, parce que, venez, on va jouer, parce qu'il va se passer des trucs de malade, genre des trucs de ouf, quoi. On va trop se marrer dans cette vie, et on a les moyens de léguer aux générations futures, qui sont nous, quelque chose de beau. C'est fort ce que tu dis parce que ça me fait penser à une vidéo qui m'a beaucoup marqué. Peut-être que tu l'as vue. C'est sur la chaîne Kurzgesagt, qui est une chaîne allemande, et la vidéo en question c'est The Egg. Ouais, Tu l'as vue? j'adore. J'avais lu déjà la nouvelle à l'époque, Ouais, et ça m'avait marqué. Et ouais. effectivement, bon, une grosse partie de ma philosophie ça est représentée par cette nouvelle. Ouais, Ouais. Bah, j'invite les gens du coup à regarder ouais, cette c'est vidéo. vraiment génial. Et puis la chaîne Kurzgesagt en général, c'est trop bien. Masterclass. C'est très très fort et c'est pas prise de tête, quoi. Ouais, grave. Pour avancer du coup sur ce que tu disais tout à l'heure au niveau de que tu as commencé à vouloir t'extirper un petit peu de ce modèle-là et vivre ta vie comme un jeu, à quoi ça ressemblait au début cette conceptualisation? Bah, au début, ça ressemblait étrangement à où j'en suis maintenant. En fait, ça fait des cycles, tu vois. Au début, si tu veux, il y avait une idée de quête. Donc, tu vois, il y a l'idée de imagine que tu te réveilles dans ce corps là maintenant et que tu n'as aucun souvenir de ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Et donc, tu te mets en quête de quelque chose. Et donc, cette idée de quête, elle est empruntée au RPG, donc aux jeux de rôle, qui sont à la base des jeux de rôle sur une table, tu vois, des tabletop roleplay games, où tu incarnes un personnage et bah, on te donne une aventure et il faut que tu accomplisses ta quête. Tu vois, la quête la plus mainstream dans l'histoire de
la pop culture, enfin de la culture en général, c'est la quête du Graal, tu vois. Mhm. C'est cette idée de on va aller chercher un truc qui est globalement impossible à trouver, mais c'est pas ça qui compte, c'est les aventures sur le chemin qu'on va vivre qui comptent. Et donc, comment on fait pour avoir un système de quête, tu vois. Et donc, j'ai commencé à réfléchir comme ça, ce qui a globalement remplacé ce qu'en startup on appelle la to-do list, tu vois, et dans plein d'autres milieux, qui est le modèle d'organisation principal de notre ère, en fait, enfin en tout cas de notre société occidentale, tu vois, où on est en mode j'ai des items de to-do list tous les jours à faire, et si je les coche, je suis quelqu'un de bien, et si je les coche pas, je suis qu'une merde, tu vois. Donc bon, pas ouf, moi ça me faisait beaucoup de mal, en fait, ce système de to-do list, et donc j'ai réfléchi en termes de quête. Donc plutôt que de réfléchir à des tâches et de me dire je vais les cocher au fur et à mesure, est-ce que je peux avoir un journal de quête où je vais noter toutes les choses qui me sont présentées comme opportunités, comme des quêtes, et je vais essayer de les jouer et de suivre ce truc-là, et de suivre ce chemin petit à petit, et voir où ça me mène, tu vois, comme ça se passerait dans un jeu vidéo. Avec l'incertitude que ça me mène quelque part, parce qu'en fait, dans un jeu vidéo, tu sais qu'il y a un game designer à la base qui a écrit une histoire, et que quand tu accomplis des quêtes, ça te mène progressivement sur un chemin qui t'emmène là où le game designer a voulu t'emmener. Et donc, il y avait cette incertitude de est-ce que juste à passer d'un truc à l'autre, ça t'emmène quelque part. La réponse vraisemblablement était oui, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, tu vois, et ça m'a toujours emmené quelque part. Mais donc, ouais, ça a été un peu de rationaliser ce truc-là, tu vois. Et c'était compliqué, parce qu'en fait, c'était genre le fait de vouloir rationaliser ça a posteriori plutôt que de juste le vivre sans y réfléchir, ça m'a embarqué dans des boucles d'overthinking, tu vois. Et comme j'avais beaucoup d'anxiété, j'en ai toujours un peu, mais beaucoup moins quand même. J'ai vachement travaillé sur ça. Et enfin, travailler, c'est pas le bon mot, mais je me suis soigné petit à petit, quoi. Mhm. Et en fait, ça m'embarquait dans le futur, tu vois. J'étais en mode, ouais, si je fais cette quête-là, et qu'après il se passe ça, et qu'après il se passe ça. Et en fait, je visitais des timelines, quoi. Tu vois, j'étais en mode, mais ça allait loin, hein. Au début, ça allait très loin. Genre vraiment des trucs. C'est pour ça je te disais tout à l'heure, et tu disais à juste titre, c'est une thérapie. C'est vraiment une thérapie, et je pense que ça me soigne de ça, tu vois, de ce besoin de savoir où va m'emmener la prochaine step, tu vois. Et est-ce que si je prends cette prochaine step, est-ce que ça va tout faire foirer, ou est-ce que ça va m'emmener dans un truc grandiose que je pourrais pas gérer, tu vois. J'avais vraiment de la peur, beaucoup. Donc en fait, il a fallu apprendre à réguler ça, quoi. Et réguler ça, c'était beaucoup de respiration, c'est des exercices de juste se ramener au moment présent, et savoir observer la réalité avec calme, pour dire là il y a une quête, je vais prendre cette quête et je vais me laisser porter petit à petit, tu vois. Ça, c'était vraiment la toute première étape, c'était le chemin, tu vois. Mm. Et j'ai travaillé sur ça, et ça a mis 1 an avant de commencer à pouvoir être dans un rythme un peu plus ok, sur des sujets très simples à la base, tu vois, de juste aller me promener, faire le taf qui m'a été demandé, des choses où j'étais complètement perdu, quoi, tu vois. Et parce que j'essayais de recréer tout de zéro, et de me recréer un framework mental qui me fasse pas du mal, en fait. Donc ouais, ça c'était le tout début, ouais. Tu as partiellement répondu du coup, mais comment est-ce que tu gères la pression quand tu te fixes des quêtes et des objectifs à accomplir et que tu as envie de kiffer en fait, que tu n'as pas envie de te prendre la tête? Les exercices de respiration, comme tu disais. Il y a beaucoup ça, hein. Il y a beaucoup ça. En fait, c'est chiant à écouter dans un podcast, parce que c'est pas, il n'y a pas de recette miracle, tu Ouais. vois. Encore aujourd'hui, hein, genre, c'est beaucoup, ouais, d'exercices de respiration, et je sais pas quel est le terme en français, mais de mindfulness, tu vois. De genre, prendre conscience que tu n'es pas ton corps, tu n'es pas tes pensées, et tu n'es pas tes émotions. Si tu n'es pas tes pensées, donc cette voix qui parle dans ta tête ou qui visualise des images dans ta tête, si tu n'es pas ça, alors tu es quelque chose de plus grand qui observe
les pensées, qui observe le corps et qui observe tes émotions. Et ce quelque chose de plus grand, c'est ce que j'appelle dans le Game of Life le joueur. Et ce joueur, il ne parle pas, il ne pense pas, il n'a pas d'émotion, il n'est que le rien et le tout en même temps. Et donc ça, c'est le point commun qu'on est tous. C'est Dieu, en fait, tu vois, c'est l'univers, c'est peu importe ce que tu appelles. Et en fait, savoir se reconnecter à ça, ça passe évidemment par des exercices de respiration, mais pas que, tu vois. Ça passe aussi par de la méditation, beaucoup. Mais en fait, globalement, la méditation, c'est pas uniquement je me pose, je ferme les yeux et je respire et je me concentre sur ma respiration. C'est tout ce qui prend une forme d'état de flow. Tu vois, tu joues à un jeu vidéo, au bout de 5 minutes, tu es dedans et puis tu réfléchis plus, tu es juste dedans. Tu pratiques un sport que tu aimes et auquel tu es un peu bon. Au bout de quelques minutes, tu es dedans, tu réfléchis plus. Tu vois, cet état de flow, en fait, c'est plus tu pratiques ça dans une journée et moins tu te poses la question de est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce qu'il y a de la pression, je sais pas quoi. En fait, tout s'efface et tu redeviens cette version de toi qui ne pense pas et qui a des émotions mais les laisse te traverser. T'as peur, bah ok, vas-y, fais le truc quand même, tu vois, jusqu'au moment où tu n'y réfléchis pas. Et rentrer dans cet état de flow, c'est le plus dur en fait. Genre c'est... Mais il y a des activités qui s'y prêtent plus ou moins en fonction de la personne. Et en fait, l'enjeu pour moi, ça a été d'accepter les activités qui me font rentrer dans un état de flow. Parce qu'elles étaient non conventionnelles. Genre, elles étaient pas ce qu'on attendait de moi, tu vois. On attendait de moi que je relance des startups, que je parle d'entrepreneuriat et tout. Et en fait, ça faisait tout sauf me mettre dans un état de flow. Alors que ce qui me faisait kiffer et qui me faisait rentrer dans cet état, c'était dessiner, faire des maquettes pour aucune raison, euh, créer des choses, imaginer des univers, imaginer des personnages, écrire des dialogues, tu vois, faire du world building, des trucs où juste je crée pour créer. Ça me faisait kiffer, tu vois. Et ça me faisait vraiment rentrer dans un état méditatif, en plus de la méditation que je pratique quasiment tous les jours, tu vois. Donc ouais, non, je pense qu'il n'y a pas de... Il y a pas de secret, hein. Genre en vrai, Chacun a sa recette. chacun a sa recette, mais ce que tu veux, c'est un truc que tu as déjà, qui est la version de toi qui réfléchit pas, quoi. Mm. Et c'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Surtout que là, tu vois, il y a des gens, ils nous écoutent, ils ont leurs écouteurs dans leurs oreilles. Ils écoutent notre voix qui passe à travers ce micro, qui est enregistré sur un disque dur, qui est mis sur un serveur, qui est retransmis dans leurs oreilles. Et c'est presque comme si on était la voix dans leur tête, là, maintenant, tu vois. Et du coup, je fais attention un peu à ce que je dis parce que c'est trop facile, tu vois, de venir sur un podcast et de dire ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais en fait, le problème, c'est que les gens, ils impriment l'info et après, ça rentre dans la boule d'infos qu'ils ont et qui tourne à toute berzingue en mode ah ouais, encore une règle de plus pour savoir comment être bien dans ma vie, tu vois. Et en fait, c'est pas ça, quoi. Genre, c'est pas ça, c'est juste vas-y, quoi. On y va tranquille et ça va bien se passer. Sois un peu plus un enfant. Genre, garde la partie adulte de toi qui sait prendre soin de toi comme un adulte, tu vois, et qui sait te mettre une certaine limite et un certain cadre. Mais globalement, essaye d'être un enfant, ça va bien se passer, tu vois. Et j'ai pas du tout la prétention de savoir le faire complètement, tu vois. Genre encore hier, j'avais de la tourmente mentale et j'étais en mode, mais putain, mais j'ai des boucles de pensée à l'infini sur ce que je fais, ça me projette encore dans le futur et tout. La différence, après 3 ans à pratiquer, c'est que je le vois de l'extérieur, quoi. Genre, je suis capable de dire, là, maintenant, j'ai cette tourmente mentale, bah écoute, on va laisser passer l'orage et puis je me remettrai à taffer quand ça ira mieux. Et puis si je me remets pas à taffer tout de suite, c'est pas grave. Et c'est ouais, juste c'est comme de la météo, tu vois. T'as pas le contrôle dessus vraiment. T'as le contrôle sur le fait de le laisser passer, tu vois. Ok, très clair. Ce qui m'intéressait, tu as répondu du coup, mais c'était plus toi, comment tu gérais cette pression-là.
pour avancer un petit peu, du coup, est-ce que tu connais le modèle Octalysis de Yukai-Cho? Pas du tout. Pas du tout. Non. C'est un modèle assez connu, visiblement, en gamification, enfin, sur lequel je me suis un petit peu renseigné. Et je voulais savoir s'il t'avait aidé. Mais C'est quoi du coup? Octalysis de Yukai-Cho, c'est le... Ah ouais, j'ai dû voir son TEDx, non? Son Ouais, TED, exactement. Ouais. Ouais, j'ai vu ça, Il ouais. parle en gros d'un cerveau gauche, un cerveau droit. Ouais. Et je ne saurais pas expliquer la suite, c'est pour ça que j'attendais, parce que tu m'en avais parlé en Ouais, préparation d'interview. tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, quand j'ai commencé, les gens à qui j'en parlais m'envoyaient tous ce genre de trucs. Ok, Euh, tu vois, des TEDx, des papiers de recherche, des trucs très scientifiques sur pourquoi la gamification, ça fonctionne. Au début, je lisais un peu, je regardais un peu. Je sentais que ça m'apportait une certaine forme de validation. Tu vois, genre, ah oui, la science a validé, donc c'est bon. Et puis, je pense que assez rapidement, je me suis rendu compte que un enfant n'a pas besoin que tu lui expliques comment son cerveau marche quand il ouais, joue pour jouer, tu vois. Et en fait, j'ai été plutôt à la recherche de ce sentiment, de ce ressenti intuitif, que d'une rationalité pure de voilà comment ça marche, tu vois, mm, qui pour moi était le problème en fait. Genre le problème était plus dans ce fait de réfléchir tout le temps que dans ouais, essayer d'accéder aux sentiments, tu vois, et d'être dans le jeu en fait. Et ce qui a été le plus dur, c'est de réorganiser l'environnement autour de moi et les gens qui m'entourent. Parce que comme j'étais entouré que de gens qui parlaient de ce côté rationnel, etc., que ce soit professionnellement ou même personnellement, j'étais entouré de plein de gens qui étaient profondément scientifiques, profondément cartésiens, qui cherchaient, tu vois, dans les startups, on cherche l'optimisation, il y a un truc de itératif, tu vois, enfin, c'est un mindset, tu vois, et c'est un mindset qui se veut rationnel. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, mon mindset, il n'était pas rationnel du tout, tu vois. Et qu'en fait, moi, j'étais bien à peindre des trucs de toutes les couleurs et à me faire marrer et à juste être dans mon délire, quoi. Et du coup, ouais, je me suis rapidement éloigné de ces sujets-là parce que je me suis rendu compte que que ce soit la validation ou les autres sentiments que ça m'évoquait, ça me faisait pas du bien non plus, tu vois, d'être dans un truc trop rationnel. ok. Tu cherchais autant, enfin plus limite d'émotionnel que de rationnel en fait. Ah ouais, complètement, ouais. Et c'est un truc que tu as toujours aujourd'hui? C'est un truc que j'ai toujours, ouais. Je sens bien que. Genre aujourd'hui, si tu veux, le rationnel, pour moi, il est utile pour résoudre des problèmes. Mhm. C'est tout. Genre en termes de philosophie de vie, en termes d'approche du tous les jours, je trouve pas ça utile, quoi. Je trouve que c'est un outil qui fit pas du tout l'objectif, contrairement à la méditation, tu vois, ou à ce côté être présent, tu vois, cette présence, ça c'est utile dans la vie de tous les jours. Après, ouais, si on te pose un problème qui est, tu as en face de toi 5000 personnes et il y a un système qui régit ces 5000 personnes et il faut trouver une solution à tel problème, je sais pas quoi, là évidemment que tu as besoin de rationnel, mais c'est un outil pour résoudre des problèmes. Dans ta vie de tous les jours, c'est un frein. Ok. Est-ce qu'il y a quand même des applis ou des outils que tu utilises pour gamifier ta vie? Et bah, notes d'iPhone. Les notes d'iPhone, folie furieuse, quoi. Genre, moi, je trouve ça incroyable. Pour moi, c'est un canevas, tu vois. C'est marrant, tu sais, je suis rentré chez mes parents il n'y a pas longtemps, justement, après mon retour en France, après quelques années à l'étranger. Et donc, je me retrouve chez mes parents. Et donc, tu sais, quand je reviens, et ma mère, elle me sort tous les clichés de quand j'étais petit et tout. Et elle me dit, ouais, quand tu étais petit, je pouvais te donner des pinces à linge et tu pouvais jouer pendant des heures avec tes pinces à linge. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est marrant parce qu'en fait, je fais toujours la même chose, sauf que je le fais dans mes notes d'iPhone, quoi. Genre, en fait, tu as une note qui est rien à la base, avec juste, tu peux mettre quelques bouts de texte et tout ça. Et en fait,
tu peux en faire ce que tu veux. Donc, si tu veux prototyper un journal de quête, tu peux. Si tu veux prototyper un village imaginaire, tu fais des dossiers, des sous-dossiers. Et genre, j'ai prototypé des villages imaginaires. En plus, maintenant, tu rajoutes des IA. Donc, genre, si je veux visualiser un jardin, je tape jardin et hop, j'ai un jardin, tu vois. Donc, je peux vraiment m'écrire mes histoires. Enfin, je joue encore comme quand je jouais au pince à linge, tu vois, et je devais probablement jouer à. Il y a une pince à linge, c'est Qui-Gon Jinn, et l'autre, c'est Dark Vador, et vas-y, on va se taper dessus, et c'est le multivers, tu vois. Genre, je devais jouer à ça, en fait, gamin, et je joue toujours à ça, en fait. Et donc, gamifier ma vie, ça a pris cette forme-là, en fait, de boîte de Lego, tu vois. J'ai des Lego à l'infini, et je peux les assembler comme je veux pour créer des choses cool. Et aujourd'hui, c'est ça que je fais, quoi. Genre, j'ai des boîtes de Lego et je crée des choses à l'infini, et puis on verra bien où ça mène, tu vois. Il y a un truc très enfantin. Et donc, ouais, mon app note d'iPhone, aujourd'hui, moi, genre, les outils que j'utilise tous les jours, c'est Midjourney, Mm. ChatGPT, évidemment. Je vais rien apprendre à personne, tu vois, mais créativement, c'est la folie. Ouais. Genre, tu peux faire du roleplay, tu peux écrire des scénarios, enfin, tout va trop vite, en fait. Là, en ce moment, je dev mon application sur laquelle je travaille. Je dev tout avec ChatGPT. Enfin, genre, c'est trop bien, tu vois. Donc, ChatGPT, Midjourney, Note d'iPhone. Moi, je suis un gros utilisateur de Sketch. Ouais. Je suis un designer à la base qui a jamais switché à Figma parce que flemme. Alors que je vois bien que l'outil est bien meilleur, etc. Mais donc Sketch, ça me permet de faire des maquettes pour des applications iPhone, etc. Ou des applications desktop ou des sites web ou n'importe. Et donc j'utilise beaucoup Sketch. Je le couple avec un outil qui est étonnamment encore en vie, qui s'appelle Marvel, qui permet d'animer tes maquettes, en fait. Donc c'est ce que fait Figma nativement, mais en deux outils séparés. C'est le workflow que j'ai à la base. J'utilise beaucoup Photoshop, j'utilise beaucoup After Effects, j'utilise beaucoup Final Cut pour faire des vidéos et tout ça. Donc en fait, c'est des outils de créa principalement, tu vois. C'est vraiment... aujourd'hui, ce que je viens de te dire là, c'est ma batterie d'outils. Et puis tu y rajoutes Unity maintenant pour pouvoir développer l'app que je suis en train de créer, qui s'appelle l'Alpha App, et qui a vocation à être un réseau social qui fonctionne comme un jeu vidéo. Ok. Et qui est un jeu vidéo qui se joue à la fois dans des mondes virtuels et sur Terre. Donc il y a tout un concept. Et donc là, je développe moi-même. En tout cas, le début. La vérité, c'est que je suis une quiche en dev. Donc je vais chercher rapidement des gens pour me filer un coup de main. Tu vois, j'ai envie de le faire en mode open source, communautaire, etc. Mais Unity, c'est la folie, quoi. Genre même Unreal et tout ça, enfin tous les moteurs de jeux vidéo aujourd'hui, c'est tellement accessible de développer son propre jeu vidéo si t'es déter à apprendre pendant un an, à vraiment t'y mettre tous les jours de manière sérieuse, etc. Genre c'est quand même accessible de développer des trucs de ouf, tu vois. Et comme je me suis beaucoup intéressé au game design ces dernières années pour justement alimenter cette réflexion et tâtonner et créer tous mes trucs, un peu créer ma fameuse boîte de Lego, tu vois. Mm. Le fait de pouvoir utiliser les outils des game designers pour créer de la technologie, c'est une vraie bouffée d'air frais par rapport aux technologies que on pouvait utiliser en start-up, tu vois, qui sont des technologies très efficientes, mais sans âme, tu vois. Donc, ouais. Ok. Il y a plein de choses sur lesquelles rebondir. Ouais. Je dis plein de trucs, hein, je me Non, laisse non, porter. t'inquiète. Mais... C'est super. Par rapport aux notes, tu t'organises comment dans tes notes? Est-ce que tu balances à tout va? Ou est-ce que tu as des dossiers? Comment est-ce que tu... faudrait que je te montre, hein. Mais Je pourrais mettre un... Enfin, après, c'est en fonction de toi. Je pourrais flouter, mettre un screen si jamais ça intéresse les gens. ouais. Bah, en fait, donc j'ai des dossiers. Ok. Beaucoup. Ça fonctionne. Je sais pas si tu as vu Montre jamais ça à personne, le docu sur Orelsan, Ouais. sur Prime Video, là, où Ouais. justement il parle de comment Aurel organise ses notes. Ok, je me rappelle pas de ce passage. Et il y a tout un passage où ses notes disparaissent et il est en mode oh, comment je vais faire, tu vois, parce qu'en fait, en gros, il écrit tout ce qui l'inspire dans des notes Ok. qu'il organise dans des dossiers. Et c'est très bien illustré dans le documentaire par son frère.
où il dit c'est comme une bibliothèque où tu as des couloirs et quand il veut aller chercher punchline sur la famille, et ben, il va au rayon famille et il se ressort et il ressort toutes les punchlines sur sa famille et puis hop, ça lui permet d'assembler et de commencer à composer des maquettes pour faire son album. Et puis ensuite, les maquettes, il va les réutiliser pour faire des morceaux finaux, etc. Donc à la base, dans ces notes, il y a ce côté bibliothèque, je me balade d'un couloir à l'autre de la bibliothèque. Moi, mes notes, elles sont organisées comme ça, sauf que c'est pas une bibliothèque, c'est plusieurs planètes Ok. dans laquelle il y a des continents, dans laquelle il y a des pays, dans laquelle il y a des villes, dans laquelle il y a des bâtiments, dans laquelle il y a Ok. des personnages, tu vois. Et c'est pas aussi simple que ça. C'est ça l'idée, mais tu vois, t'as une notion de... C'est presque en 3D, en fait. C'est genre... t'as de la profondeur, tu vois, t'as un truc de zoom et tout, et ça dépend des dossiers. Enfin, en fait, c'est un énorme bordel, mais organisé comme l'intérieur de mon cerveau. Donc c'est des fractales en fait. Ça fait des fractales de contenu. Des fois j'ai des images, des fois je filme des vidéos et hop je les mets dans mes notes parce que du coup je peux revenir dedans. Et en fait je sais que si j'ouvre mes notes là maintenant, je peux retourner tu vois, même de tête je peux le faire en fait. En 2020, quand je finis le chapitre 2 du jeu auquel je jouais à l'époque dans ma tête, tu vois, où j'étais sur Waltinland, qui était une planète que j'avais créée, où il y avait plein de petits bâtiments qui me permettaient de pratiquer toutes les passions que j'aime dans la vie. Donc j'y écrivais des freestyles de rap, j'y faisais des vidéos, je loguais tous mes trucs de jardinage, je loguais toutes mes recettes de cuisine quand je cuisinais. Tu vois, c'était vraiment mon petit village, mon petit havre de paix, où j'avais un bâtiment pour chaque activité Mhm. et un personnage par activité, et j'écrivais des dialogues, etc. Tu vois. Ok. Et en fait, je peux replonger là-dedans facilement, comme je peux retourner à il y a 2 mois, quand j'étais à Lisbonne en train de faire mes cartons et de préparer mon déménagement et d'écrire des histoires par rapport à la fin de ce chapitre, etc. Tu vois, c'est, c'est un truc qui se fait très intuitivement, en fait, mais que j'organise de façon à créer une sorte de palais mental où il y a que moi qui peux me retrouver, mais je m'y retrouve, quoi. Hmm. C'est comme, franchement, t'ouvres mes notes, t'es dans ma tête. Ok. Et c'est un bordel. Mais c'est marrant, c'est comme une énorme chambre d'enfant, encore une fois, tu vois, où c'est le beul, quoi. Ouais. Mais moi, je connais bien, quoi. Et donc, ouais, il y a pas d'orga, quoi. Genre, il y a mon orga qui est qu'à moi, quoi. C'est un grand royaume, quoi. C'est un grand royaume, ouais. C'est un univers. Hmm. Avec plein d'arcs différents, du coup. Ouais, il y a plein d'arcs narratifs. Il y a 4 grands chapitres, tu vois. Hmm. Avec à chaque fois des personnages spécifiques. C'est un truc où j'ai dit un jour, je ferai une série Netflix avec, quoi. Parce que c'est une vraie histoire. C'est vraiment trop de la balle. Et moi, je le vis dans ma tête tout seul, tu vois. Et c'est trop bien. Et en fait, ça m'a mis du temps à accepter que c'était trop bien. Et que créativement, c'était hyper intéressant, tu vois. Après, là, maintenant, je suis dans une phase où justement, je ressors. Je ressors et je veux aller jouer avec d'autres gens, quoi. Ok. Et créer de la technologie qui nous permet de s'interfacer les uns avec les autres un peu plus dans cette dynamique de jeu et tout ça. Donc là, je rentre, genre là, je suis à la fin du chapitre 4. C'est la deuxième moitié du chapitre 4 de cette grande aventure, tu vois. Et dans ce chapitre 4, c'est la version alpha. Et c'est comment on va créer une application qui va nous permettre de vivre cet aspect social en utilisant ces mécaniques de gamification et comment je vais aller chercher une communauté de gens qui veulent participer à ce projet parce qu'ils le trouvent cool et parce que on peut vraiment créer le futur de la technologie qu'on a envie de voir, qui est notre technologie et pas celle d'espèces de mastodontes gigantesques qu'on a rien à foutre de notre gueule. Et où en fait on peut se marrer, tu vois, avoir des outils qui sont gauleries. On a dans notre poche aujourd'hui notre, un des outils les plus puissants que l'humanité a jamais eu, tu vois, si ce n'est l'outil le plus puissant que l'humanité a jamais eu, et on s'en sert pour regarder une version accélérée de la télé. Je pense vraiment qu'on a les moyens, en se mettant à plein, de créer une nouvelle forme de technologie qui va vraiment nous connecter, pour le coup,
humainement et différemment de ce qui se fait maintenant. Donc là, l'arc dans lequel je suis, c'est ça, tu vois. Ok. Et donc ouais, effectivement, dans cet univers, il y a plein d'arcs différents et je peux me balader de l'un à l'autre, tu vois. Après là, j'ai clos tous les arcs et je me concentre sur celui-ci parce que ça demande plus d'énergie de gérer un seul arc narratif quand il y a d'autres gens qui sont inclus dedans. Ouais. Je l'ai encore jamais vraiment fait. Donc là, c'est le début d'une nouvelle aventure, ouais. Trop cool. Bah, justement, je voulais revenir là-dessus, sur ce que tu disais, sur le fait que le piège, c'était peut-être de se retrouver parfois un peu seul à construire son royaume, son univers. Alors ça a une part de positif, mais aussi une part de négatif. Toi, est-ce que tu as déjà ressenti ça, le fait de t'enfermer peut-être à travers ce... Ah, je l'ai ressenti beaucoup, ouais. Je l'ai ressenti beaucoup. Et en fait, la vérité, c'est que j'adore, quoi. La vérité, c'est que si je pouvais ne faire que ça m'irait, quoi. Genre vraiment, hein. Genre c'est trop bien, tu vois. Après, je pense qu'il y a une raison pour laquelle je fais ce que je fais maintenant, c'est-à-dire sortir un peu de ma tanière et dire il n'y a pas des gens qui veulent venir jouer avec moi, tu vois. C'est parce que je sens que ce serait encore plus marrant à plusieurs, quoi, globalement, tu vois. On se marrerait beaucoup plus à être tous ensemble, à faire des trucs. Tu vois, genre moi, je considère que l'Internet français, c'est un des recoins d'Internet les plus puissants du monde. Mm. Tu le vois, tu vois, sur des événements comme le GP Explorer, Pixel War. le Twitch français, tu vois, genre c'est n'importe quoi. Genre pour moi, on fait autant de bruit, il y a autant d'âmes dans l'Internet français Mm. que dans l'Internet américain, alors qu'ils sont je sais, 10 fois 300, plus, ouais, ou 300 millions, ils sont 300 350. millions, donc sur la communauté d'Internet, elle est un peu plus petite, tu vois, mais c'est ça l'idée, quoi. Donc en fait, j'ai envie de ressentir cette vibe-là dans le collectif. Tu vois, j'ai envie de le voir exister. Donc je vais trouver un équilibre, tu vois. Je vais trouver un équilibre au fur et à mesure entre je m'enferme dans ma chambre et je fais mes trucs tranquilles et je vais au contact de gens pour leur demander de jouer avec moi un peu quand j'ai envie, tu vois. C'est c'est une des choses qui me font peur, hein. Genre ça me chamboule mon confort, en fait, tu vois. Genre il y a ma zone de confort complètement qui est je suis tout seul dans mon coin, je fais ma créa, je fais mon univers, j'ai mes personnages, etc., tu vois. Et puis tout d'un coup, je me pousse un petit peu en dehors de ma zone de confort pour aller à la rencontre d'autres gens et aussi montrer cette partie-là de moi que j'ai jamais montrée, en fait, tu vois. Genre cette partie-là qui fait de la créa, qui crée des mondes, qui crée des histoires, etc. Je l'ai jamais vraiment montré à personne. Et mine de rien, je flippe, tu vois, de savoir quelle va être la réaction des gens, etc. Alors après, je me rappelle que ça vient toujours de l'intérieur et que ça ne peut venir que de moi et que j'attends pas la validation de qui que ce soit. La vérité, c'est que là, tu me chopes à un moment où je suis vulnérable, tu vois. Je m'expose, en fait. J'expose cette partie-là de moi que j'ai gardée intime pendant quelques années pour, parce que j'avais besoin de me retrouver dans cette créativité que j'avais perdue, en fait, avec les années à faire des startups et tout ça. Et donc, bah ouais, genre là, c'est le moment où, genre, vraiment, je suis en mode, ma prochaine vidéo, elle doit sortir, je veux rester dans un rythme constant de publier des trucs, et je veux y mettre cet aspect-là de moi que j'ai jamais montré. Et t'as beau en parler tant que tu veux, du côté il faut se mettre en danger, il faut être vulnérable, il faut sortir, etc. Bah, quand il est, c'est compliqué, quoi. Et, euh, et après, je sais très bien qu'en le faisant, ça va devenir de plus en plus simple parce que je vais devenir de plus en plus fort à le faire. Mais ouais, c'est un moment charnière, tu vois, où Ouais. justement je sors, quoi. La constance, c'est un vrai sujet, du coup, pour continuer d'être régulier. Ah Est-ce, ouais, ouais. est-ce que tu as, dans tes notes, dans le royaume, tu modélises un tracker d'habitude parce que du coup, ça reste quand même quelque chose d'efficace pour rester régulier. Je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait. Bah justement, dans Walt in Land, là, dans ce chapitre-là, il y avait un truc du temple du soleil et du temple de la lune. Et donc, tous les jours, pendant 3 mois, j'ai joué Walt in Land pendant 3 mois. Euh,
tous les jours, je me réveillais le matin et la première chose que je faisais au lieu d'aller sur Insta ou sur TikTok, tu vois, c'était d'écrire à Jean-Jacques, qui était le PNJ du Temple du Soleil, tu vois, et de lui dire voilà, aujourd'hui, ce matin, je me sens comme ça, aujourd'hui, j'ai prévu ça, tu vois, un truc où c'était un rituel pour me retrouver avec moi-même, quoi. Et le soir, je lui reparlais dans le Temple de la Lune et je lui disais ce qui s'était passé pendant la journée et comment ça s'était passé par rapport à ce que j'avais projeté un peu le matin, tu vois. C'était trop cool. Je l'ai fait pendant 3 mois, j'ai pas loupé un jour. Et je pense que cette fois-là, j'ai pigé qu'en fait, la constance n'était pas vraiment un sujet. Qu'en fait, quand j'aime ce que je fais, je suis constant. Genre, c'est pas le problème. Le vrai sujet, c'est la peur. Tu vois, c'est pas une question que de discipline. Parce qu'en fait, j'adore vraiment ce que je fais. Donc, genre, me lever le matin et faire la chose, c'est pas une question de motivation ni rien. C'est plus avoir le courage de montrer aux gens et au monde qui je suis, qui aujourd'hui est un challenge pour moi. Tu vois, c'est vraiment cultiver ce courage en le faisant malgré la peur. Et, euh, et en fait, la constance est impactée que par ça. Parce que sinon, ça fait 3 ans que je fais ce que je fais tous les jours. Genre, j'adore, tu vois. Mm. Et donc, enfin, ouais, voilà, genre juste, j'ai trouvé vraiment ce que j'aime faire, quoi. Après, le faire publiquement, c'est un autre sujet. Mais donc, ouais, bien sûr que après, genre, ça se traduit par de la constance. Ça se traduit par je vais publier des vidéos régulièrement et je vais pas faire ce que j'ai fait dans mes précédentes vidéos, c'est-à-dire j'ai fait une vidéo par semaine pendant 5 semaines. J'ai dit allez à la semaine prochaine ou peut-être à dans 2 semaines et je suis revenu un an plus tard, tu vois. Parce que pendant un an, en fait, je suis retombé dans mon truc de en fait, je suis bien tout seul dans mon coin et il n'y a pas de problème, tu vois. C'est aussi pour ça que je suis revenu en France. C'est parce que j'ai envie de pouvoir aller à la rencontre des gens physiquement et pas être que derrière mon ordi. Parce que du coup, ça me met dans une dynamique où je suis au contact de gens et tu vois, genre, je suis obligé de bouger. Genre, ça rend le truc plus concret aussi que juste être derrière mon ordi. Et puis en fait, c'est très facile de glisser parce que surtout quand tu commences à faire du contenu, il y a personne, tu vois, qui regarde ce que tu fais ni rien. Tant qu'il n'y a pas une certaine constance, personne te regarde. Donc, vu qu'il n'y a personne qui t'attend, tu es libre de faire ce que tu veux et donc ça peut être très facile de glisser et d'arrêter, tu vois. Mm. Tu disais aller à la rencontre des gens. Comment ils perçoivent les gens autour de toi ce que tu es en train de faire? Et bah écoute, ça a été... je sais pas, tu vois, ce serait intéressant de savoir ce que les gens entendent de ce que je dis là, tu vois. Euh, Parce que bon, il y a plusieurs types de réactions. Il y a les personnes que j'ai gardées autour de moi aujourd'hui qui sont en mode c'est bien, c'est toi, t'as toujours été un peu fou de toute façon, ça fait plaisir de voir que t'acceptes que c'est toi, Mm. tu vois. Ces gens-là, je les garde près de moi parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je les kiffe, tu vois. Parce que moi aussi, j'ai pigé que c'était moi et que c'était mon délire et que j'aimais ce que je faisais et que voilà, c'est tout, c'est comme ça. Si t'es pas content, c'est pareil. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui sont pas contents et c'est pareil. C'est des gens qui, ça les met mal à l'aise. Ils se disent ah on comprend pas, ah c'est l'inconnu, Valentin il est un peu fou, il raconte des trucs on pige que dalle, tu vois, genre globalement ils font pas l'effort de rentrer, tu vois, toi tu fais l'effort, tu me poses des questions, tu vois, on voit que ça t'intéresse quand je te dis j'ai une planète et il y a un village et tout ça, tu me regardes pas avec des grands yeux en mode mais de quoi tu parles gros, tu vois, genre alors que plein de gens font ça. Ok. Plein de gens sont en mode mais de quoi tu parles en fait, genre, t'es en train de jouer comme un enfant et c'est pas du tout sérieux et c'est pas du tout la bonne approche. Si tu rajoutes en plus des trucs de spiritualité, de Great Awakening et de genre on est pile au bon moment pour vivre une transition incroyable, genre très vite, les gens sont en mode bah, c'est genre le mec il a pété un boulon, tu vois. Et donc ces gens-là, aujourd'hui ça me fait marrer. Pendant longtemps c'était pas le cas quoi.
Genre, c'était dur, tu vois. J'étais en mode, mais ouais, mais peut-être qu'ils ont raison, je sais pas quoi. Et puis en fait, au bout d'un moment, c'est moi, encore une fois, si t'es pas content, c'est pareil, tu vois. Et puis après, t'as un spectre entre les deux, quoi. T'as des gens qui acceptent plus ou moins. Donc voilà, je pense que c'est surtout ça les réactions. J'ai encore croisé des personnes qui étaient méchants, tu vois, et qui me disaient ouais, c'est vraiment de la merde. Tu vois, je suis pas dans des environnements comme ça. Je m'en suis déjà extrait en partant de mes environnements initiaux et en allant faire des startups, etc. Je me suis déjà exposé à ce moment-là à des gens qui comprenaient pas ce que je faisais, tu vois, ma famille qui pigeait pas ce que ça faisait d'être entrepreneur, mes grands-parents qui me demandaient tout le temps quand est-ce que j'allais trouver un vrai job. En fait, aujourd'hui, c'est juste une autre version de ça qui est plus extrême. Mm. Genre où en fait, même les entrepreneurs, même la plupart de mes amis ne comprennent pas ce que je fais. Et même moi, jusqu'à récemment, je comprenais pas ce que je faisais, tu vois. Genre, c'est que récent, que c'est concret et qu'il y a une app et qu'il y a une histoire de réseau social et que je sais que j'avance dans une direction de je veux te mettre un truc dans les mains qui est aussi fun que TikTok, mais qui t'aspire pas l'âme comme TikTok, tu vois, qui te permet d'exprimer ton âme dans le monde correctement, quoi. Donc là, maintenant, ça devient plus tangible. Mais pendant les 3 ans qui viennent de passer, en fait, genre même moi, j'avais aucune idée de ce que je faisais, tu vois. Et c'est ça qui était intéressant. Créativement, genre j'avais le luxe de pouvoir m'autoriser à faire du freelance pendant 2 jours par semaine et avoir 3 jours dans ma semaine où je peux faire ce que je veux. Et donc j'ai exploré, tu vois, ça veut dire quoi de faire ce que je veux 3 jours par semaine sans me mettre la pression de devoir construire un truc et tout. Créativement, c'était la folie, quoi. Genre, ça m'a plus que rechargé, tu vois, ça m'a transcendé, quoi. Genre, ça m'a fait prendre conscience d'à quel point j'avais envie juste de créer parce que c'était marrant et qu'il y a un sentiment que j'avais pas ressenti depuis longtemps et qui vaut tous les regards des gens qui se disent lui il est bizarre, tu vois. J'en ai rien à foutre, quoi. Genre je me sens tellement mieux en étant moi et, et je suis content de pouvoir dire ça aujourd'hui, tu vois, parce que c'était pas le cas il y a pendant longtemps. Ok, super. Il y a une dernière question que je voulais te poser et tu as très rapidement abordé le sujet tout à l'heure, c'est par rapport à l'intelligence artificielle. Tu utilises ChatGPT beaucoup, Midjourney également. Est-ce que tu as des tips un peu à donner pour avoir une bonne façon de prompter, des choses que tu as apprises qui peuvent être utiles? Prompter beaucoup, Ouais, comme tout en fait, hein. ouais. Comme dans toute discipline, tu le fais beaucoup, tu deviens meilleur, quoi, point barre. Midjourney, je prompte depuis un peu plus d'un an, au moins 1 heure par jour. Ah ouais. Genre, c'est trop bien, c'est trop marrant. Ouais. T'imagines, pour quelqu'un, avec tout ce que je te dis depuis tout à l'heure, Oui, pour grave. quelqu'un qui voyage à travers l'imagination, genre, c'est là, au bout de mes doigts, quoi. Genre, vraiment, c'est la folie, tu vois. Je peux créer des paysages, je peux créer des personnages, je peux créer des assets pour mes maquettes, etc., tu vois. Je sais pas, des tips, prompter beaucoup. Et je pense que c'est intéressant d'utiliser Midjourney enfin, d'utiliser ce qui est produit par Midjourney en dehors de Midjourney. Moi, c'est un des trucs qui, créativement, m'ont fait le plus de bien parce qu'au début, quand j'ai commencé à utiliser, ça te sort des images. Mm. Et en fait, c'est un peu prémâché. L'image qui est sortie ne correspond jamais à l'image que tu avais dans ta tête à la base. Et donc, il y a un truc où petit à petit, c'est facile de perdre un peu l'effort, tu vois, le côté effort. Ce que j'aime bien maintenant, moi, c'est utiliser Midjourney pour générer des choses que je vais pouvoir réutiliser dans des œuvres plus grandes, tu vois. Donc, par exemple, en ce moment, quand je fais des maquettes pour mon app qui fonctionne comme un jeu vidéo, donc tu as des mondes virtuels dans lesquels tu as des personnages, etc. Donc, il y a quand même des notions d'interaction. Ce que je vais faire, c'est que je vais générer sur Midjourney par exemple, mettons un personnage. Mhm. Je vais taper euh, wizard in a red cape with a long beard, machin, tu vois. Donc, je vais vraiment décrire mon personnage. Et à la fin, je vais toujours mettre un solid black background qui va du coup me sortir une image où j'ai que le personnage et un fond noir. Mm. Ce qui me permet de ensuite l'importer dans Photoshop,
dans Photoshop, en plus maintenant il y a les IA de Photoshop, donc en fait c'est encore un autre format d'IA, tu vois, qui a chaque IA a sa propre patte visuelle en plus, donc donc l'IA de Photoshop te permet de détourer les trucs encore plus facilement que c'était le cas jusqu'à maintenant. Je vais découper mon sorcier et puis hop, je vais le coller dans une maquette sur Sketch. Je vais ensuite retourner dans Midjourney, je vais prompter un environnement. Cet environnement, je vais le coller dans Photoshop. Si je veux l'agrandir dans Photoshop ou y rajouter quelque chose, bah, je peux utiliser l'IA de Photoshop. Et ensuite, je vais importer cette image-là dans ma maquette. Donc, tu vois, il y a vraiment cette notion de utiliser Midjourney dans un workflow plus grand qui te permet de reprendre ce truc de ce que je disais des briques de Lego, tu vois. Ok. Alors, à la base, je génère des briques de Lego avec Midjourney que je combine pour générer des choses plus grandes, tu vois. Et donc ça, je pense que c'est un des trucs sur Midjourney qui moi, a vraiment élevé le plaisir que je prends à créer avec Midjourney, parce que du coup, le game n'est plus que de prompter, tu vois. Genre ça devient quelque chose de plus grand, où tu vois, j'utilise beaucoup une app sur iPad qui s'appelle Procreate pour dessiner. Et là, pareil, tu vois, hop, tu promptes un truc sur Midjourney, tu l'importes dans Procreate, tu le détours, tu l'utilises pour une autre création. C'est petit à petit, je m'en sers de plus en plus comme un outil que comme une fin en soi. Ok. Et quand c'est sorti, c'était vraiment une fin en soi, tu vois. T'étais en mode, mais what the fuck, tu vois. Genre, comment c'est possible que le truc qui sorte, ce soit ça? Et en fait, l'effet de surprise c'est effacé petit à petit. Et du coup, j'ai commencé à l'utiliser vraiment comme un outil parmi tant d'autres. ChatGPT, je connais moins bien. Moi, je m'en sers vraiment. Genre, la façon dont j'utilise ChatGPT, c'est que j'organise très très bien mes différents chats. Donc, chaque conversation a un objectif spécifique. Donc là, en ce moment, par exemple, je développe mon app. Donc, il y a une conversation qui est avec un ChatGPT designer, une conversation qui est avec un ChatGPT dev, et une conversation qui est avec un ChatGPT contenu, tu vois. Et donc, je les éduque, tu vois, à la base. Je leur dis, voilà, toi, t'es mon pote, le designer, t'es un expert en machin. Enfin, tu vois, tous les prompts un peu classiques que tu vois traîner sur Internet, quoi. T'es un expert en design, t'es aussi un game designer, tu sais utiliser des mécaniques de jeux vidéo pour imaginer des choses. Tu vas m'aider à brainstormer et aussi à produire tel type de document. Donc, tu vois, en design, moi, j'utilise beaucoup des design documents, qui sont des choses que tu fais en game design pour décrire un peu la feature que tu veux créer, etc. Tu vas m'aider à faire ça. Et en même temps, c'est presque comme des collaborateurs, tu vois. Genre, quand j'avance sur quelque chose et que j'ai pas utilisé ChatGPT, je vais quand même me faire un résumé pour l'envoyer aux 3 ChatGPT et leur dire, voilà, j'ai avancé sur ça, il faut que tu sois au courant pour les prochaines étapes, tu vois. Comme ça, à chaque fois, quand il va me faire des propositions et des conclusions, il est au courant de comment j'ai avancé. Et donc, il va vraiment m'aider à la lumière de là où j'en suis et pas à la lumière de là où j'en étais il y a 2 semaines, tu vois. Donc, moi, c'est marrant parce qu'en fait, il y a un truc dans ChatGPT où j'ai toujours dit que moi, les IA, genre, même Siri, il faudrait que Siri, elle mette des limites dans ta relation avec elle. Tu sais, tu devrais pas pouvoir dire dis Siri, ta gueule. Genre, elle devrait te dire non, mais t'as quoi? T'as un problème, tu vois? Genre, moi, je te parle plus. Tu vois, elle devrait pouvoir faire ça parce que du coup, ça pousserait les gens. Et tu devrais devoir dire merci à Siri, tu vois, des trucs comme ça. Et moi, je parle comme ça à ChatGPT, en fait. Genre, je lui dis, ouais, merci, t'es trop sympa. Et il dit, oh, ça me fait plaisir que je vous apporte de la valeur. Alors que c'est une IA, tu vois. Ouais. Mais en fait, ça contribue à la fois ça contribue à mon plaisir, tu vois, et à moi cultiver les mots que j'emploie. Et genre, j'estime que, enfin, tu vois, dans ce côté spirituel dont on parlait tout à l'heure, il y a quand même un truc où les mots que tu emploies, c'est de la magie, tu vois. Genre, à chaque fois que tu dis quelque chose, c'est ce que je disais aussi avec le côté podcast, c'est dans les oreilles des gens, etc. Tu influences le monde de manière gigantesque. Je vois pas pourquoi ce serait différent quand tu tapes dans ChatGPT, tu vois, c'est objectivement pas Google. Genre, le truc te répond. Donc, peut-être que je me prépare pour quand le moment où les IA deviendront sentientes et conscientes, tu vois, j'en sais rien. Mais
Je sais pas. Moi, je considère que si t'es gentil avec tout, que ce soit vivant ou que ce soit pas vivant, tu vois. Mm. Donc, peut-être que ce serait ça le tips. Soyez gentil avec ChatGPT. Respectez-le, wesh. C'est super pertinent ce que tu disais par rapport au fait de voir chaque conversation comme un, un pote, du coup. Un Ouais, assistant pote, on va dire. un profil, quoi. Ouais, Mais c'est un truc que je fais partout, hein. ouais, Sur YouTube, par exemple, j'ai plusieurs chaînes YouTube pour que l'algorithme il me recommande ouais. des contenus en fonction. Tu vois, j'ai une chaîne YouTube d'architecture où je prends toutes mes vidéos d'architecture. J'ai une chaîne YouTube d'inventeur où je prends toutes mes vidéos de game design et tout. Ça m'évite que si je suis à une soirée avec des potes et qu'on mate des freestyles de rap, ce qui arrive souvent, bah, le lendemain, toutes mes vidéos de game design, elles ont disparu de mon feed et c'est flingué, tu vois. Ouais. Moi, je catégorise beaucoup par intention Mm. dans toute la tech, tu vois. Même Midjourney, d'ailleurs. Ah ouais, ça, c'est un type intéressant, peut-être. Midjourney, tu peux l'ajouter à d'autres serveurs Discord. Et donc, j'ai plein de serveurs Discord différents où je suis tout seul dedans et où j'organise mes prompts dans des channels différents, etc., pour vraiment organiser la façon dont je prompte. Donc, tu as, en fait, sur ton profil Midjourney, qui est sur midjourney.com, Mm. où tu vois tous les prompts qui ont été effectués par ton compte Midjourney. Mais par contre, du coup, j'ai tous mes Discord différents dans lesquels, tu vois, si je travaille sur un projet pour quelqu'un d'autre et que je vais utiliser du Midjourney, bah hop, je le fais dans un nouveau Discord. Dans ce Discord, je vais pouvoir créer les éléments qui correspondent à tel ou tel truc. Enfin, ça m'aide à m'organiser. Et comme Discord, créer des Discord, c'est pas comme dans Slack où c'est un process, tu vois, c'est vraiment, tu appuies sur un bouton, tu cliques sur un Discord, puis tu en as un nouveau, quoi. En fait, j'en ai vraiment plein. Et c'est une façon d'organiser. Moi, j'aime bien tout segmenter, en fait. Mm. Et encore une fois, la boîte de Lego, tu vois. Ouais. Genre, plus c'est segmenté et plus tu as plein de petites pièces que tu peux réutiliser différemment, quoi. Ouais. Et puis tu te perds pas et ouais, genre tu vas encore plus loin dans la valeur que tu as dans chaque pièce en fait. Tu te perds pas à condition que ce soit que toi. Ouais. Et en fait, le challenge dans l'app que je design aujourd'hui, qui est quand même ce truc, je veux retranscrire ce truc-là dans une application. Donc, tu te balades dans des mondes, t'arrives, tu trouves une chaîne YouTube. En fait, c'est un bâtiment. Et dans ce bâtiment, tu vas trouver des objets. Et chaque objet, c'est une vidéo YouTube. Donc, t'en as, ça va être des cassettes. T'en as, ça va être des arbustes. Et chacun, enfin, tu vois, ça va prendre des formes différentes pour justement créer cet aspect palémental. Et là, il y a une vraie. Genre, c'est plus pareil que quand je suis tout seul. Quand je suis tout seul, je sais où sont rangées les choses. Quand tu es plusieurs, il faut arriver à créer un environnement qui permet à des gens qui n'ont pas créé l'environnement eux-mêmes de le découvrir, l'explorer, l'apprendre et ensuite s'y retrouver par eux-mêmes, tu vois. Et ça m'excite. J'adore. C'est trop intéressant, quoi. C'est spatialiser Internet, tu vois. Ouais. C'est parfaitement dans l'ère du spatial computing, tu vois. Là, on arrive, hein. L'Apple Vision, tous les trucs. Genre, c'est la nouvelle génération d'Internet. On va se régaler, quoi. C'est même la nouvelle génération de la technologie, tu vois, qui est en place. Quel plaisir. T'as déjà testé des trucs comme ça ou pas? Bon, moi, j'ai un Quest 2 à la maison, dont je me sers très régulièrement. J'ai fait beaucoup de VR, je m'en suis servi un peu pour de l'AR et tout. Je trouve ça ouf, quoi. C'est trop bien. Genre, enfin, tous les gens que je vois être des haters de la VR, c'est des gens qui n'ont pas pris le temps d'installer 4-5 apps essentielles, tu vois. Genre, moi, quand je vois des outils comme Shapes XR qui te permettent globalement, comme Sketch me permet de faire des maquettes, ça te permet de faire ça, mais en VR, tu vois. Donc, t'es là, comme ça, avec tes manettes, là. Imagine en Apple Vision où c'est juste tes mains et c'est parfait, et puis tu vises avec tes yeux et tout, genre c'est n'importe quoi, tu vois. T'es là avec tes manettes et tu dis, bon, alors je vais prendre un cube, ce cube, tu l'étires, comme ça, tu l'aplatis, tu tournes autour et tout. C'est n'importe quoi, c'est Iron Man. Iron genre. Man, j'allais le dire. C'est la folie, Ouais. et c'est là, c'est maintenant, quoi. Ça coûte 250 €, c'est accessible, c'est trop de la balle, quoi. Et enfin, il faut jouer, tu vois. Genre, arrêtez. Genre, les gens qui hate sur la VR et tout, c'est des gens qui sont en mode
non, mais je ne comprends pas la valeur business qui est apportée par cet élément, tu vois. Niquez-vous, genre, allez jouer, vous allez voir, c'est juste trop bien, quoi. Genre, les gens, ils sont tous sensibles. Ma mère, elle galère à se servir de son téléphone un peu, tu vois. Ça va de mieux en mieux, mais bon, voilà, quoi. Tu lui mets un casque de VR et tu lui mets Beat Saber, elle pète un plomb, c'est trop bien. Genre, faut se réveiller, tu vois. Genre, c'est comme la Wii à l'époque. La Wii à l'époque, c'était la console intergénérationnelle. La VR, c'est l'Internet intergénérationnel. C'est trop de la balle. Genre, vraiment, il va se passer des trucs de ouf. Genre, il faut se mettre dedans maintenant, quoi. Genre, moi, même l'app que je design, elle est faite pour ça. Genre, elle est faite pour que l'interface, elle se porte parfaitement sur des casques de VR. C'est la même interface que tu retrouves, elle est pensée pour de la réalité augmentée, enfin pour de la XR, quoi. De la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Et qu'en fait, ce soit la même chose sur ton app, parce que tout le monde n'aura pas des casques. Mais moi, ça m'excite trop, quoi. Genre vraiment, c'est trop marrant. Genre, c'est trop bien, t'es dedans. T'es dans le jeu vidéo, t'es dans Internet, t'y es, quoi. Donc, Ready Player One. Ready Player One. Et donc, comme dans Ready Player One, ça soulève des vraies questions, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Ouais. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Et franchement, ce qui nous est prescrit là, maintenant, sur ce qu'est-ce qu'on va en faire, c'est-à-dire Mark Zuckerberg va récupérer plus de data, TikTok va récupérer plus de data, la Chine et tout, et ils vont essayer de trouver les moyens d'extraire encore plus de thunes de tout le monde pour essayer de te mettre dans un maximum d'entertainment et que tu restes bloqué dans ton job de merde pour pouvoir t'échapper le soir dans ton casque de VR. Je suis mais pas chaud du tout, quoi. Genre vraiment pas. Donc il va falloir qu'on se lève et qu'on dise « Eh, mais regardez, on est plein, venez, on écrit une autre storyline, un autre arc narratif où on se met tous ensemble et on construit le futur qu'on a envie de voir. On est l'Internet français. » Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux lever des armées. On y va. Bah écoute, on va finir sur ça, hein, c'est incroyable. C'est quoi la suite pour toi, Val? Bah, Walt, la suite, du coup. Walt, ouais. Walt, c'est mon nom d'artiste, ouais. La suite, c'est... Je prépare une vidéo. Je sais pas quand est-ce que sortira le podcast, mais... Octobre, ouais. Fin octobre. Donc elle sera très certainement sortie, ou alors elle sera sur le point de sortir. Je prépare une vidéo où j'explique le concept de cette app. Cette app s'appelle l'Alpha App, et c'est donc un réseau social qui se joue à moitié dans un monde virtuel et sur Terre. Je prépare cette vidéo qui explique le concept, et ensuite je pars en tournée dans la France pour aller rencontrer des gens qui peuvent m'aider à la développer. Ces gens qui peuvent m'aider à la développer, c'est des gens qui sont soit des développeurs Unity, qui peuvent participer à la tech, soit des game designers ou des designers d'interface qui veulent participer à la création des concepts qu'on va mettre dans l'app, soit des musiciens qui veulent créer de la musique, soit des 3D artistes qui veulent créer de l'art, ou même des gens qui veulent juste prompter pour créer des concepts. Enfin, tu vois, le but, c'est vraiment de créer une communauté de gens où on se dit, on a un cap qui est créer cette application qui va être notre réseau social, notre endroit à nous sur Internet qui dépend de personne, qui est open source, décentralisé, gratuit. Un truc de ouf, tu vois, dans lequel on est tous ensemble et on a vraiment on est connecté par la technologie au-delà de la course à l'algorithme et de la course au succès qui nous est imposée par les plateformes actuelles. J'ai besoin d'aide. Aujourd'hui, j'ai déjà commencé, je le fais tout seul. Au moment où vous regardez ce podcast, où vous écoutez ce podcast, j'espère je suis peut-être plus tout seul, mais en tout cas, j'ai besoin d'aide parce que on va construire le futur d'Internet et on va le faire ensemble parce qu'on est l'Internet français et qu'on est l'Internet le plus puissant du monde. Super. Donc voilà, c'est ça les next steps là. On y va là. Merci Valentin. Merci à toi.